Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce tarot historique qui est ici le tarot de Jean Noblet 2650. Alors pour la petite histoire, donc en réalité on n'a pas vraiment la date exacte de la publication de ce tarot, puisque normalement les maîtres quartiers ont l'habitude de publier sur le 2 généralement, de donner la date de parution, enfin la date où le tarot a été fabriqué. Dans ce tarot, en fait, dont un exemplaire donc, est conservé à la Bibliothèque de Paris, en fait, on n'a pas de date. Donc, on évalue la publication à 1650. En fait, ce serait entre 1635 et 1650. Donc, c'est un tarot qui est paru, qui est arrivé à Paris. Qui est un tarot qui a beaucoup d'influence, qui prend beaucoup d'influence en fait des tarots, des anciens tarots italiens du nord de l'Italie, que ce soit donc des tarots milanais ou plus du côté de Bologne. Voilà, donc c'est un tarot qui est aussi contemporain avec un autre tarot qui est assez connu, qui est le Viéville, le Jacques Viéville, que peut-être je vous présenterai un jour, mais qui est un petit peu différent. Donc ce tarot a introduit plusieurs nouveautés. D'abord, c'est un des premiers tarots à mettre le nom des lames, puisque dans d'autres tarots comme le Visconti qui sont plus anciens, il n'y avait pas de nom en fait. Ensuite, c'est un tarot qui a introduit des personnages qui jusqu'à présent apparaissaient pas dans les tarots et qui a totalement rénové certaines lames. Je pense par exemple au soleil, à l'étoile et à la lune qui sont tout à fait particulières, et c'est la première fois que vont apparaître ces lames sous cette forme, qui ensuite seront reprises par d'autres tarots. Faut savoir que dans ce tarot, donc initialement, celui qui est conservé, il manque du 6 au 10 d'épée, donc il a été reconstitué, c'est une version reconstituée. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on peut dire sur l'histoire de ce tarot. Alors, ce tarot a d'autres particularités, hormis ce que je viens d'énoncer, qui est son format. Donc il est de petite taille, plus petite qu'un Jodorowsky par exemple, ou qu'un Madenier. Donc c'est un format carte à jouer en fait, hein. Ouais, si on peut dire ça. C'est un format carte à jouer. Et donc ensuite, ce qui est vraiment caractéristique de ce tarot, c'est son style, vraiment, vous allez voir, moyenâgeux, où on se croirait presque, en fait, on se croirait presque face à un vitrail d'église, quoi. Au niveau colorimétrique, il est assez harmonieux, il est assez coordonné. Il y a ça reste assez dans les mêmes tons, donc il n'y a pas vraiment de couleur criarde. Voilà pour ce qui est des caractéristiques. Donc là, en fait, c'est un tarot reconstitué. Il existe en réalité deux reconstitutions qui ont été faites de ce tarot. Donc une qui est une édition de Jean-Claude Flornoy. Donc je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Et celle-ci, donc, qui est une reconstitution du Noblet, donc de Joseph H. Peterson. Donc c'est un tarot que j'ai acheté que j'ai acheté aux États-Unis en fait, ou au Canada, je sais plus trop, via Amazon. Puisqu'en France, en fait, il est introuvable. La différence entre ce tarot, cette reconstitution et celle de Flornoy est que Flornoy a rénové en fait un peu les lames, quoi. Donc, on le verra dans un dodal quand je ferai la présentation du dodal. On verra un peu que il se base sur l'iconographie ancienne, mais il a un peu réactualisé les traits, on va dire.
Celui-ci, c'est une copie du tarot originel. Je pense qu'il n'y a pas trop de changements. Voilà, on va voir aussi que au niveau de l'orthographe, il y a des fois des éléments étonnants, comme ici. Donc roi de coupe, donc on voit bien un double P. Comme quoi, on peut écrire coupe de différentes façons. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de ce qu'il y avait à dire en gros pour commencer. Donc on va démarrer tout de suite. Alors, donc ce jeu se présente dans une boîte en carton. Voilà. Et donc on retrouve ici nos différentes lames. Donc elles sont petites comme je l'ai dit. Une particularité qui saute aux yeux tout de suite quand on prend ce tarot en main, et c'est... Alors moi j'ai bien aimé le format, mais ce que je reproche c'est l'épaisseur des cartes. Je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus épais. Ça, bon, c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça ne donne pas trop confiance pour l'utiliser, quoi. Moi j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Sinon, bon voilà, on voit ici le dos des lames. Et donc on va faire le tour dans cette première vidéo de nos arcanes majeures. Et ensuite, je ferai une autre vidéo, comme d'habitude, juste sur les arcanes mineures. Alors, on va commencer avec notre première lame, donc qui est le mat. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc beaucoup de choses assez singulières qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Je vais quitter ça derrière, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, première chose, on voit que ici on n'a pas de cartouche haut. Hein, ça c'est généralement ensuite ils ont mis un cartouche vide, mais on voit que dans ce premier tarot de 1650, il n'y en avait pas. Deuxième élément qui saute aux yeux, c'est cette partie ici. Donc vous voyez que ce brave homme n'a pas de culotte. D'accord. On voit donc le sexe du personnage, ce qui est tout à fait atypique, c'est vraiment particulier de ce tarot. Et donc notre animal ici qui essaie de, on sait pas trop, hein, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le bestiau, mais ça pose une question par rapport évidemment à, là vous peut-être vous commencez à comprendre un peu l'intérêt des tarots historiques, c'est qu'ensuite cette partie a été couverte. Mais originellement, dans le tarot de 1650 de Noblet, elle était découverte, cette partie. Donc ensuite, on a des auteurs qui ont écrit donc sur la partie qui est ici, puisque ça a été couvert, on le verra dans le tarot d'Odal, qui sera le suivant dans l'ordre temporel, on va dire. Donc que bah, y a une feuille verte, une poche, et ensuite ça a donné lieu à toutes sortes d'interprétations des auteurs de ces tarots vis-à-vis de ce symbole. Or, bon, initialement le symbole est clair, il n'y a pas de culotte quoi. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir au thème. Ensuite, on voit ici là le bâton, donc qu'on a la tête du personnage, ou plus ou moins une tête en tout cas, qui est sur son bâton. Donc ça fait bien référence au bâton, un peu au bâton du fou qu'il y avait dans les cours. Hein, on est dans un bâton qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui est une symbolique qui a été reprise par certains tarots. Et ensuite, un élément qui est assez caractéristique, c'est cet animal. Donc cet animal, quand on regarde les tarots récents, clairement, on peut voir un chien. Hein, clairement, mais en fait, quand on regarde initialement l'animal tel qu'il était au départ, bah, c'est pas si évident. C'est pas si évident qu'on soit face à un chien. Alors il y a tout un tas d'interprétations, une belette, un chat, bon, bref. L'animal lui il est resté bleu, mais bon, ça relativise un peu les interprétations qui s'appuieraient sur la présence d'un chien en tant que tel dans le tarot. Et ici, pareil, donc on a le sac qu'on retrouve ici, mais vous voyez, le sac dans cette version n'est pas cher, il est vert. Bon, on a aussi notre cuillère, donc là-dessus on reste sur notre symbolique, il y a un peu moins de grelots, mais le sac n'est pas cher. Donc les interprétations... hein, bon, je vais pas revenir à chaque fois sur le sujet, mais vous comprenez l'idée.
Et l'intérêt d'aller sur du tarot historique aussi, c'est de voir qu'est-ce qui a évolué. Donc c'est de voir que le message qui est transmis au jour d'aujourd'hui dans des tarots plus récents et les éléments symboliques sur lesquels s'appuient certains auteurs pour donner une signification à la lame, bon, c'est plus de l'ordre de l'interprétation. Voilà, donc ici le mat. Donc, je vais passer au suivant. Donc maintenant, le battleur. Alors là, vous voyez, ici, déjà on a bon, un élément au niveau des lettres, on a le battleur, et il nous manque le E. On retrouve bien notre table, etc. On voit qu'ici, il y a présence de dés qui n'y sont pas dans les autres tarots. Et on voit ici surtout, donc, alors là, bon, il semblerait qu'il y ait un denier. Ok. Là, par contre, au niveau de la baguette, dans la version originale, il n'y en a pas. Donc on voit que le personnage, il se passe quelque chose au niveau de ses doigts. Alors il y a eu tout un tas d'interprétations aussi sur la question des doigts. Bon, des gens qui ont émis un symbole, allez, un geste contemporain, on va dire, pour donner une signification à un geste qui n'était peut-être pas à cette époque-ci. Il faut savoir que dans cette version du tarot, ce qui est intéressant aussi dans la version du tarot donc de Peterson, je vous montrerai ensuite, c'est ils ont quand même ajouté des lames qui sont les lames qui reprennent la symbolique, pour certaines en tout cas, la symbolique qu'on a l'habitude de voir. Donc ici par exemple, la baguette. Ok. Voilà, on passe au suivant. Donc là, maintenant, la papesse, donc on voit que plus ou moins on est dans la symbolique traditionnelle du tarot par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, excepté bien sûr l'œuf qui apparaît dans certains tarots récents qui ne sont dans aucun tarot ancien. Et le nombre de lignes, donc il y a aussi certains auteurs qui comptent le nombre de lignes en disant donc parfois on lit que il y a X lignes et donc ça se réfère à telle lame. Bon bah ici ça serait l'amoureux par exemple. Mais pas l'étoile. Donc voilà, sinon on retrouve bien notre symbolique assez traditionnelle. L'impératrice. Donc là, première chose qui nous marque en voyant cette lame, c'est le regard de face. Donc on a l'habitude d'utiliser les regards, en tout cas moi je le fais aussi dans la méthode des tarots, dans les tirages, pardon. Là on voit clairement que le regard est de face et il n'est pas du tout orienté vers la gauche comme on a l'habitude de le voir. Autre chose, donc l'impératrice, donc là aussi on a une orthographe un peu particulière, l'empératrice. Bon, sinon on retrouve notre symbolique générale à part ces deux éléments. L'empereur. Ah, alors là, euh, évidemment, la première chose qui saute aux yeux, c'est le sens de la lame. Hein, normalement, dans la plupart des tarots, l'empereur est donc orienté vers la gauche, d'accord, donc pour protéger son territoire, dit-on. Bon, bah là, on se retrouve avec un personnage orienté vers la droite. Donc voilà, voir qu'est-ce que ça vous suggère en tant que praticien du tarot, ou en tout cas personne qui vous intéresse au tarot, de réfléchir à cette nouvelle orientation de notre empereur. Autre élément, on le verra, là ça saute pas aux yeux, mais si, on va le voir de suite, je vais faire la comparaison ici, que notre croix n'est pas la même. D'ailleurs, les couleurs du globe non plus. Hein. Donc vous savez que le globe ici symbolise le pouvoir terrestre hein, dans la symbolique moyenâgeuse. Et là on voit clairement qu'on se retrouve avec des croix qui sont différentes. Donc ça pourrait suggérer, donc là on rentre dans l'hypothèse, que le règne de notre impératrice et de notre empereur serait des règnes dans des mondes différents, par exemple. Voilà, sinon on retrouve bien notre symbolique générale voilà, de notre empereur.
Ensuite, on va passer au suivant. Donc le pape. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc la première chose qu'on voit, donc c'est bon, je regarde un peu de haut en bas. Donc ici notre tiare, on a l'habitude de voir une tiare, pardon, une tiare en croix. Donc là c'est pas le cas. On n'a pas de tiare en croix ici. On a une tiare un peu traditionnelle d'évêque, bon ici de pape. Ok. Ensuite, autre élément qui moi m'a un peu interpellé, c'est ces deux personnages-ci. Donc quand on voit les tarots plus récents, et souvent on peut lire aussi qu'il y a une confusion au niveau des mains des personnages. Des fois on nous dit qu'il y aurait un troisième personnage. Alors je vais mettre en gros plan, comme ça on voit bien. Donc là, clairement, c'est difficile d'interpréter un troisième personnage, et au niveau des mains, on est bien clair sur hein, l'exaltation de ce personnage et le respect mystique, ce personnage qui est en train de prier, ou en tout cas qui joint les mains face à notre pape, donc ce qui, à mon avis, renforce le côté un peu autoritaire, enfin pas autoritaire mais hiérarchique, le côté un peu personnage divinisé, qui à mon sens, mais ça aussi c'est mon interprétation, est plus forte dans cette lame. L'amoureux. Donc là on a beaucoup de choses à dire. Alors, première chose, donc l'ange. Donc on va s'intéresser à notre ange. Vous voyez que l'ange, déjà, par rapport au tarot plus récent, est inversé. Première chose. Deuxième élément intéressant est l'ange a les yeux bandés. Vous voyez? Donc l'amour est aveugle, en gros. Hein. Et ensuite, on a l'habitude de le voir représenté dans un soleil. Là, ça me paraît plus difficile d'y voir un soleil. On a plus l'impression que c'est une lueur qui appartient au personnage lui-même. Mais on retrouve pas, bien que ce soit un peu jaune ici, mais à part ça, avec du bleu ici, on retrouve pas trop notre astre solaire habituel dans cette lame. Autre élément, donc l'ange est bon, dénudé, il a aucun vêtement, ni écharpe, ni rien du tout. Ensuite, si on s'intéresse aux personnages qui sont en dessous, donc là on a l'habitude aussi des fois de voir donc on a une jeune femme vieille, âgée, une jeune femme jeune. Bon, là, personnellement, j'aurais du mal à dire ça sur cette lame-ci. Et aussi au niveau des mains, ça me semble plus... Le jeu me paraît plus clair, mis à part que ici on a quand même une main qui se balade un peu, hein, bien positionnée. Donc voilà, mais sinon on retrouve notre, bon, globalement notre symbolique générale, mais quand même on voit qu'il y a quelques éléments, hein, là le fait que l'ange soit et les yeux bandés par exemple, c'est quand même un élément qui est assez significatif, qui peut nous amener à réfléchir sur la signification de cette lame, à nous interroger par rapport à ce qu'on sait ou ce qu'on peut lire en partant de ce tarot original. Ensuite, le chariot. Donc là, donc on va s'intéresser à notre personnage ici. Donc on voit que globalement on retrouve notre cadre habituel, hein, avec donc le très carré, avec tous ces rideaux, c'est très théâtral. Ça paraît plus un personnage hein, c'est vrai, hein, de pièces de théâtre qu'un réel souverain, même s'il a les attributs. Alors vous remarquerez que ici, en termes d'épaulettes, on n'a pas d'épaulettes avec deux visages. Donc ça, c'est un élément qui est apparu plus tard, mais dans ce tarot de Jean Noblet, on n'a pas. Au niveau des chevaux, on retrouve nos chevaux habituels. On remarque aussi, hein, dans le décor, pas d'étoiles ou choses comme ça. Et bon, les lettres, hein, vous savez que chaque fois, on a un peu... ah, ça fait un effet jaune. On a chaque fois un peu... différent. Ok. Voilà. Ensuite, donc là, la justice. Alors,
Donc là on voit Iustis. Alors il faut savoir que souvent les caractères romains en fait s'écrivaient, le J était remplacé par un I, le U était remplacé par un V. On voyait souvent sur les stèles romaines antiques, on voit souvent ça. Donc ça c'est, on peut pas dire que ce soit vraiment un effet bon, c'est une écriture très romaine, voilà. Alors, si on regarde notre justice, alors la première chose moi qui m'a interpellé, c'est ici, à ce niveau-là. Donc si on regarde, si vous regardez des jeux plus récents, clairement il y a une mise en scène avec des poteaux, ça nous fait un trône, et donc là il y a toute une explication sur tous ces éléments. Là, très sincèrement, on voit pas cet effet. Euh, et on a plutôt l'impression, en fait, d'elle. Encore une fois, c'est une interprétation, mais ça donne quand même pas l'impression d'avoir cette chaise comme on peut voir sur des tarots plus récents. Ensuite, une chose qui m'a interpellé, donc je vais la mettre comme ça pour qu'on se rende un peu compte, c'est que encore plus clairement que ce qu'on peut voir généralement, notre balance là est pas du tout équilibrée. Si notre épée semble à peu près droite, à peu près, hein, oui, l'épée, on peut dire, allez, grosso modo qu'elle l'est. Là, notre balance clairement n'est pas équilibrée. Et ensuite, on voit pas non plus notre troisième œil comme on a l'habitude de le voir, donc qui serait un chakra 6 dans une symbolique moyenâgeuse qui, comme chacun sait, était pas très habitué à utiliser la symbolique des chakras. Donc voilà pour cette justice. L'ermite. Alors, donc là on retrouve notre personnage avec son bâton, avec sa cape, avec ici sa lampe. Alors une chose qui moi m'a marqué un petit peu, alors au niveau des couleurs. Alors vous voyez que les couleurs, il y a du changement quand même, hein. Entre les versions de tarot, je ferai une vidéo en montrant l'évolution de chaque lame. Et en disant un peu plus sur la symbolique des lames pour montrer justement ce qui apparaît, ce qui disparaît avec le temps. Là, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est la couleur qui a été employée pour l'intérieur de la cape. Donc généralement dans les tarots actuels, l'intérieur de la cape est chair. D'accord. Donc ça peut avoir une signification effectivement de dire que bon, cet ermite, c'est un ermite quand même qui est incarné. Là, on est quand même dans quelque chose qui est plus spiritualisé et plus flash. L'impression que ça fait, en fait, surtout quand on regarde, qu'on voit que la lampe, elle est un peu chère, etc., c'est que en fait, la lumière vient pas vraiment de la lampe ici, quoi. On a plus l'impression que la lumière vient de l'intérieur de l'ouverture de la cape. Donc ça a semblé un élément intéressant à penser. D'où vient la lumière ici. Voilà. Donc maintenant, on va passer à notre roue de fortune. Donc on retrouve un roue de fortune. Donc on a notre nom, on retrouve nos éléments avec ici la roue, avec le même nombre de bâtons, les trois personnages, la manivelle. Donc on se retrouve dans une même symbolique générale. Alors là où il y a une différence quand même qui est assez notable, c'est le personnage du haut. Donc on a l'habitude, dans des tarots plus récents, on a pu voir en fait ce personnage se transformer en sphinx. Clairement, qui avait plus grand chose d'humain. Là, ça va être quand même plus difficile d'y voir un sphinx, et on y voit plus un homme ailé, mais clairement, donc avec sa couronne, son bâton, c'est presque comme un... Là, ça fait un peu penser au personnage du chariot à la limite, mais qui aurait des ailes. Donc, mais on n'est pas vraiment dans du sphinx ici. Voilà, sinon, même symbolique. La force. Alors, donc la force, ici, s'appelle force, non pas la force. Donc on a perdu notre article, ce qui renforce un peu le poids
le poids de la force, donc ce qui renforce la force en fait. Donc on se retrouve avec notre dame là, hein, on retrouve le même chapeau. Bon, on peut y voir aussi l'infini si on veut. On retrouve la même carte. Alors ce qui moi m'a interpellé ici, c'est premièrement l'expression du personnage. Donc là, pareil, hein, à prendre entre guillemets, puisque quand je dis ça, je parle de mon ressenti par rapport à la carte. Mais là, bon, le personnage par rapport à d'autres lames, on va dire, a l'air quand même beaucoup plus sérieux. Et le lion a l'air, je pense que là il est jaune, on peut quand même y voir un lion. Du moins, moi, ça me fait penser à un lion ou une lionne ou un sphinx à la limite. Mais quoi qu'il en soit, il a l'air beaucoup plus soumis, beaucoup plus assujetti, beaucoup plus passif en fait que dans d'autres tarots. La tête est beaucoup plus en arrière. On voit pas vraiment dedans. Il a l'air de se laisser plus faire, donc là on est plus en force. Moi c'est l'impression que m'a donné un peu cette lame, de me sentir plus, voilà, plus en contact avec la puissance, quoi. Le pendu. Donc là, alors ce qui peut dénoter ici, c'est donc cette partie de la carte. Donc on retrouve hein, ici nos arbres avec donc nos branches coupées, donc là il n'y a pas de changement. Mais alors la partie de la carte ici, donc on voit clairement le pendu tire la langue, donc ça nous rappelle un peu quelqu'un, et les mains sont pas vraiment derrière le dos. Hein. De même les cheveux, bon c'est vrai que dans les autres aussi il est décoiffé, mais là ça m'a l'air vraiment il a mis du gel quoi. Et l'impression que moi me donne cette lame, elle est moins sereine, elle me paraît plus, plus douloureuse, plus difficile que la lame qu'on a l'habitude de voir dans d'autres jeux de tarot. Après on reste hein, on a quand même la même chose au niveau des jambes, il est pendu par un pied, on a quand même l'impression qu'il peut se libérer quand il veut. Là les mains on comprend pas trop ce qu'il fait avec, ni comment il peut les avoir ici, mais bon. Euh, En tout cas on les voit. On les voit, il a les mains libres. Alors, je sais pas, on peut faire de l'association comme ça, hein, on peut rentrer dans ce qu'on fait en tirage hein, d'ailleurs avec les personnes, quoi. Hein. On peut rentrer dans l'association un peu psychanalytique. Mais il a les mains libres ici. Hein. Elles sont pas du tout attachées dans le dos. Ok. L'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, ici, voilà, première remarque, a un nom. On a l'habitude de dire, voilà, l'arcane sans nom. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, en fait, c'était pas très bien vu de nommer la mort. Donc, les gens évitaient de nommer la mort et disaient celle qu'on peut pas nommer. Donc, de fait, je pense que par la suite, ça a été enlevé. Vous voyez que le tarot, quand même, de Noblet est assez. Il va quand même dans le vif, quoi. Hein. On voit les organes génitaux des personnages. Il nomme des choses que les autres ne nomment pas. Je sais pas, la sensation du tarot est beaucoup plus. Il est plus en contact. D'accord. Et c'est moins enrobé comme tarot. Donc là, on voit hein, ça, premier élément. Deuxième élément, donc là, on n'a pas de main coupée, hein, c'est plutôt de l'herbe, même si on peut voir une couleur chair. Mais enfin, bon, pour trouver des mains, il faut quand même bien chercher. Peut-être que si je compare aux mains du. Allez, on va faire une comparaison. Bon, on pourrait, allez, on pourrait. Euh, Et ensuite, évidemment, ce qui dénote totalement dans cette lame, c'est évidemment le sens. Hein, puisque, comme vous savez, l'arcane sans nom est dirigé vers la droite, et là on est dirigé vers la gauche. Donc si on commence à réfléchir à ça, on peut se dire, en fait ici on est bien dans une coupure du passé, alors que l'autre ça serait plutôt, vous voyez, on n'est pas dans la même symbolique. Hein. Là on coupe vraiment ce qu'il y avait derrière, dans l'autre côté on coupe ce qui empêche d'avancer. Dans le fond, bon, ça peut être la même chose.
mais je sais pas, moi je le vois plus naturel quand même, ce sens-là. Alors on voit ici au niveau du cou, donc on a une fleur, ou ça semble être une fleur. Voilà. Et le personnage est mi-humain, mi-spiritualisé. Mi-vivant, mi-mort. Pareil, ici, on n'est pas du tout dans une lame noire qui serait une coupure inconsciente de ce qui devrait disparaître. Mais on est bien, au contraire, dans quelque chose de tout à fait clair et il n'y a pas d'équivoque, quoi. Ensuite, donc Tempérance. Donc là, c'est un des personnages qui est introduit avec ce tarot de Noblet, hein, puisque dans Leviéville, par exemple, c'est pas du tout cette lame-ci. Donc cet ange, hein, on retrouve nos ailes. Bon, elles sont pas bleues, vous remarquerez. Il y a beaucoup de tarots, elles sont bleues. On nous fait tout un... Il y a tout un débat sur le fait que ce soit bleu, donc c'est spiritualisé, etc. Là, ici, pas de ça, hein. On retrouve notre fleur, bon ben les jarres, l'eau, donc là il y a pas grand changement au niveau de tempérance, excepté que ici on n'est pas dans tempérance, on est dans l'empérance. Alors j'ai pas trouvé de réponse à ça, parce que ça par contre ça fait pas partie des latinismes, ce que je vous expliquais avec le I et le V, donc voilà, on voit que le nom il y a une différence quand même. Alors maintenant le diable. Donc on voit ici, on retrouve hein, l'ensemble de notre symbolique habituel. Alors il y a néanmoins quelques différences. Alors donc on va d'abord nous focaliser sur notre personnage principal, donc le diable. Donc on voit que là, il n'a pas l'air de loucher. Notre ami, il tire pas la langue. On voit ici que on se retrouve avec plutôt quelque chose qui ressemble à une fourche qu'une torche. Et puis donc ici on retrouve. Alors on voit pas la poitrine du diable comme sur la plupart des tarots récents. On retrouve ici notre visage donc au niveau du ventre. Gastrocéphale, on dit. Donc ça c'est quelque chose qui était typique au Moyen-Âge aussi, dans les bestiaires du Moyen-Âge, d'avoir des personnages qui avaient des visages, alors, ou plusieurs têtes, ou la tête au niveau du corps, ou plusieurs visages en fait situés au niveau du corps. Donc là, au niveau des yeux, là, on peut voir que plus ou moins il y a déjà ce qu'on voit récemment, les yeux au niveau des genoux, ou tout au moins ça ressemble. Le sexe reste apparent. Donc voilà pour le personnage principal. Ensuite, au niveau des personnages secondaires, donc on retrouve nos deux amis attachés. Là, par contre, pour le coup, eux, ils ont une poitrine, visiblement. Mais bon, voilà, la symbolique, plus ou moins, de l'arcane est respectée. On continue avec la maison de Dieu. Donc, alors ici, moi ce qui m'a un peu interpellé, alors bon, on a nos trois fenêtres, ou du moins ça y ressemble. On dirait bien qu'il y a une fenêtre ici. Nos personnages, pour commencer par ce qui est commun, donc qui sortent, dont il n'y a pas de porte, hein. On a nos boules colorées, donc qui est toujours présente. Alors par contre ici, donc on a un astre solaire et le feu. Alors la différence avec ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que en général, on a l'impression que l'énergie entre dans la tour en fait. Et là, on a plutôt l'impression qu'elle sort. Du moins, moi, c'est l'impression que ça me fait. Ce qui paraîtrait un peu logique aussi, compte tenu de la symbolique de la carte, qui est donc de sortir un peu de ces schémas habituels. Et là, on est plus sur une explosion qui est intérieure que extérieure, à mon sens.
Donc ça donne un petit peu une autre tonalité, une autre signification, peut-être plus personnelle à la Maison de Dieu, qui est en général considérée comme un événement extérieur qui viendrait chambouler un peu nos plans, du moins pour les tirages qui sont plus prédictifs. Là, pour le coup, ça ressemble plus à du mouvement intérieur. Voilà. Ensuite, ça c'est donc l'étoile. Donc c'est un personnage aussi qui a été mis au goût du jour, en tout cas par le Noblet. Parce que si on regarde son contemporain le Vieilleville, par exemple, l'étoile n'a absolument rien à voir. Et de même, dans les tarots italiens qui sont donc antérieurs au tarot Noblet, c'est la même chose. Donc là, on est un nouveau personnage. Donc on retrouve bien hein, nos étoiles, même nombre d'étoiles, notre personnage féminin qui verse ses jarres. Bon, les couleurs évidemment sont différentes. Ça, on y reviendra dans une vidéo un peu sur l'évolution du tarot. Les couleurs, c'est quand même quelque chose qui change quand même pas mal d'un tarot à l'autre. Donc bon, c'est un peu à relativiser ce thème quoi. En plus, il y a des questions techniques hein, qui sont venues se rajouter sur la raison du nombre de couleurs du choix. Donc, bon. Là, le seul point qu'on voit qui diffère aussi, c'est, bon, en général, on a un oiseau ici, et assez précoce, hein, puisque dans le dodal, il y est déjà. Ici, il n'y est pas. Voilà. Donc, sinon, on reste quand même sur notre arcane. Ensuite, la lune. Donc la lune, là aussi c'est une nouveauté du tarot Noblet qui ensuite a été reprise par d'autres tarots, que de présenter la lune sous cette forme. Si en regardant le Visconti, c'est une dame hein, qui avec bon, l'astre lunaire. Là on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus ésotérique et symbolique. Donc il y a vraiment une dimension initiatique dans cette présentation de la Lune qui est donc nouvelle avec le Noblet. Donc là on voit notre astre, pour le coup là il regarde bien de face, hein. Il n'y a pas de doute. On retrouve donc nos gouttes colorées, nos tours, les deux chiens, l'écrevisse. Donc pour tout ce qui est du reste, on est déjà dans la symbolique habituelle maintenant. Le soleil, même chose, hein. Donc là aussi c'est une nouveauté du Noblet, cette présentation du soleil. Donc on retrouve notre astre solaire voilà, qui nous regarde de face aussi, nos gouttes colorées et nos personnages. Bon, hormis le fait que le mur est beaucoup plus patchwork que ce qu'on a l'habitude de voir, mais sinon on reste quand même sur la même chose. Et de même, les personnages ici, ils sont dans le même, un peu, hein, oui, même un peu beaucoup, dans la même attitude l'un envers l'autre. Juste celui-ci paraît beaucoup moins dénudé hein, que celui-ci. Celui-là d'ailleurs paraît féminin quand on y regarde bien. Hein, oui, il est même franchement féminin. Et celui-ci qui paraît beaucoup plus masculin, lui, est plus habillé. Donc voilà, à réfléchir un petit peu hein, sur notre symbolique du soleil. En fait, on se retrouve là un peu avec un couple quand même, faut le dire. Donc voilà, à réfléchir. Alors, on va pas rentrer dans l'analyse ici, mais bon, c'est intéressant de voir en fait ce tarot Noblet qui est quand même le précurseur du tarot de Marseille comme on le connaît, et de voir un petit peu au niveau de la représentation qui a été faite sur les lames, en quoi ça peut être différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc nous permettre de réfléchir au sens des arcanes qu'on donne en général, et de voir que peut-être on pourrait aussi les analyser différemment. Donc le jugement, donc là on retrouve ici notre ange. On notera qu'il n'a pas le... comment ça s'appelle bon, cet élément là qu'il a sur la tête en général. Hein, j'ai noté le nom quelque part. Bref. Ah, la téphiline, hein, voilà, c'est ça. Je suis pas spécialiste. Donc, ce qui semble être une téphiline. Donc, on n'a pas ça.
Sinon, bon, on se retrouve hein, avec notre ange, toujours pareil, qui nous communique avec cette trompette, son drapeau et les gouttes. Alors, ce qui est beaucoup plus notable ici, ce sont les personnages, évidemment, qui, comme vous voyez, sont tous colorés de la même façon. Ils ont même d'ailleurs jusqu'aux cheveux de la même couleur. Donc là, ils sont strictement égaux, ou du moins, à part le fait que celui-ci hein, soit dans son sarcophage, ou ce qu'on a généralement comme un sarcophage, on est tous égaux devant le jugement. Enfin, c'est ce que ça semble un peu nous dire ici. Hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas un personnage qui soit différent, hormis que, effectivement, ils sont dans des positions différentes, les regards sont pas les mêmes, mais il est d'ailleurs de chair celui-ci. Donc à réfléchir, voilà. Voilà pour cette lame. Et enfin, pour terminer sur nos arcades majeures, le monde. Donc le monde, alors on retrouve bien nos 4 animaux, enfin nos 4, pas animaux puisque ça c'est pas un animal, mais nos 4 énergies on va dire du tarot, ici. D'accord, le tétramorphe, hein, en fait c'est un tétramorphe ici. Donc, qui initialement, symboliquement, nous parle des 4 évangiles. Donc il y a toute une documentation que vous pourrez trouver sur le net, hein, qui s'appelle aussi les 4 vivants, pour avoir un peu des idées au niveau du sens, peut-être plus historique que ce que parfois on peut donner de cette lame. Alors une chose qui moi m'a interpellé dans la présentation de ce tarot de noblesse, c'est que ici les 4 vivants ont tous leur auréole, ils ont tous leur divinité, d'accord, ce qui n'est pas le cas à un moment donné du tarot où par exemple, pas par exemple, enfin, le bœuf ici bah, perd son aura, perd son auréole. Ensuite, la mandorve, donc on voit bien qu'elle est de couleurs différentes et divisée en 4 parties. Une partie par évangéliste en fait, et non pas 2 parties comme ça a été ensuite le cas. Donc là on a clairement un personnage féminin aussi. Et on voit que bon, il est un peu différent. Hein. On n'a pas l'écharpe qu'on voit habituellement, mais on a une cape. On a un sceptre, mais on n'a pas une gourde ou une baguette, selon les tarots. Donc voilà, même si on reste globalement dans la même généralité, donc la même forme archétypale, sur les détails, il y a quand même quelque chose qui diffère un peu. Voilà, donc nous avons terminé ce petit tour d'horizon, assez large d'ailleurs, du tarot de Noblet, mais je pense que c'est un tarot vraiment intéressant qui mérite qu'on y passe un peu de temps. Et je vous propose maintenant une seconde vidéo sur les arcanes mineures. Merci et à tout de suite. Stella